chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux. À Racaille, Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM. Ce matin, avec 3 invités particulièrement motivés. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, ça continue, c'est pas fini. Autour de la table ce matin. Igor, salut. Jean, salut. Sarah. Domitille. Élise. Et Jean-Christophe. Ouais, salut à tous. Et Robert qui fait le clown comme d'habitude. Voilà. Donc, Sarah, Domitille et Élise, qui, pour Élise en tout cas, qui sort pas tout à fait de l'école, mais bientôt, d'après ce qu'elle nous a dit. On ne sait pas si on doit la croire, mais bon, puisqu'elle le dit. Sarah et Domitille, pardon, c'est un prénom romain antique. Ouais, c'est ça. Hein. C'est qui t'a donné ses prénoms, maman? Un peu les deux, ouais. Ouais. Enfin, Sarah et Domitille qui sont sortis de l'école il y a à peu près 1 an, c'est ça? Oui, on est sortis en juin dernier. En juin dernier, et qui cherchent du taf. Voilà, qui avons du taf, pas toujours rémunéré, qui avons on va dire un travail à côté rémunéré mais pas forcément intéressant. Et on essaye d'avancer comme ça. Ouais. Rémunéré mais pas encore rémunérateur. Ouais, bien sûr. Oui, vous échappez pas à ce qui se passe pour la majorité des gens qui mettent les pieds dans le monde du travail, c'est-à-dire que souvent c'est des boulots gratos de stagiaires ou des choses comme ça qui sont une bénédiction pour le patronat militant. Bien, on va revenir avec vous tout à l'heure. Maintenant, on va peut-être évoquer un peu la dernière émission. On va faire un gros bisou à Tania, je pense. Bon. Voilà. Oui, non, mais Jean. Moi, j'aurais préféré en fait qu'on revienne quelques instants sur si c'est possible, hein, mais Robert m'a dit que tout était possible. Tout est possible. Sur Racaille. J'aurais voulu qu'on revienne quelques instants sur les prestations bi-hebdomadaires du pitre qui siège à l'Élysée. Parce qu'après les lustres à facettes et les journalistes rase-moquettes à peu près dignes de Ben Ali, il a fallu se le gaufrer en solo façon Castro. Alors, on n'en est pas encore au discours de 14 heures, mais je pense que ça ne va pas tarder. Moi, j'ai toujours le sentiment que l'histoire bégaye. Après une période de collaboration active ou passive, viendra forcément une période d'épuration, avec son cortège de pauvres innocents qui iront disant « je ne savais pas ». Sauf que tout le monde sait. Hein. Le voilà maintenant qui nomme des copains à la tête de conglomérats bancaires renationalisés pour la circonstance, de manière totalement illégale. Dans un silence de cathédrale, normalement le Conseil constitutionnel devrait opposer son veto à cette procédure scélérate, mais vu le nombre de cireurs de pompe présidentiels qui y siègent, il y a de quoi être inquiet. Il y a de ça quelque temps, il a gentiment traité Mitterrand, Chirac et Jospin de rois fainéants, c'était plutôt bien vu. Sauf qu'avec lui, et je trouve que c'est encore pire, voilà le néant fait roi.
Bon, je suis assez fier de celle-là, donc... Ah oui, t'as encore une marque déposée. Oui, c'est encore une marque déposée. Les studios. Pour les droits d'auteur, vous envoyez vos chèques à Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Merci, Jean. Bing. En plein dans la cible. Bon, bah écoute, tu l'aurais postulé pour Chronique Hebdo le jeudi matin, je pense qu'ils pourront t'accueillir sans problème. Je vois pas très bien ce que tu peux faire ici maintenant, ton avenir est ailleurs. Je te remercie de me mettre à la porte avec cette classe. C'est une promo. Mais tu sais, la dernière fois, on a expliqué à Raphaël, ton neveu, qu'il faut, pour arriver à une très bonne carrière, il faut commencer à Racaille. Donc, on vient pour ça, ouais. Oui, enfin, Igor est un grand rêveur. Il faut le dire tout de suite. Vous aussi, vous rêvez? Ça nous arrive, ouais. Ah, ça vous arrive encore? Ouais. Bon, c'est pas pour combien de temps encore? Non, bah après 1 heure d'émission, je pense que vous aurez cessé de rêver. Vous allez entrer dans le cauchemar avec détermination. Bien. Rien à dire de plus sur Tania parce que quand même. Salut Tania, salut Tania. Peut-être quand même. Oui, je vais t'envoyer un courrier, je vais t'envoyer une invitation Tania pour mon expo le 16 avril au Blamonton. Donc c'est Jean qui va me donner ton adresse et puis je t'embrasse et puis la prochaine fois quand tu viens à l'expo ramène tes saucisses de Strasbourg encore. Elle avait ramené des saucisses? Non, mais là, cette fois-ci, elle peut pas faire autrement. Ah, ouais. D'accord. Ah, c'en est à ce point-là? Avec Tania, oui. Oui, c'est l'idylle du siècle, au moins. Attention, son mari écoute peut-être l'émission. Elle est mariée? Vous m'avez pas dit ça. Merde! Non, Igor, tu sais, elle est mariée, puis alors le problème, c'est qu'elle est très bien mariée. C'est ça qui est ennuyeux. Si encore elle était mal mariée. Une mot mariée, oui. Bien. Bah, c'est bien. Jean, oui, tu prenais ta respiration pour nous expliquer quelque chose. Bon, j'espère. Bon, peut-être qu'elle remplacera les saucisses par un Kouglof ou quelque chose de moins porteur au niveau de la symbolique. Hein. On verra bien. Merci Igor, merci C'était Jean. Mais Tania nous avait confié quelques petites, si on peut pas appeler ça des vérités, au moins des demi-vérités sur l'importance de l'art dans la société, que sans art la société n'existait pas. Est-ce que ça a mouliné dans vos petites têtes depuis ce temps-là? Vous avez écouté, vous, les jeunes? Bien sûr. Et bonne réponse. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Et vous en avez tiré un enseignement ou des réflexions, des critiques. Elle vivait dans un rêve où elle était les pieds bien sur la terre avec des sentences de ce genre-là. C'est vrai que moi j'étais assez d'accord sur le fait que finalement l'art nous entoure sans qu'on en soit forcément, sans qu'on s'en rende forcément compte. Tous les objets qui nous entourent ont été pensés artistiquement parlant. Même dans la vente, tout se communique. Donc finalement même, j'ai l'impression que chacun à son niveau a besoin de l'art pour faire parler de lui ou pour. Donc voilà, c'était. Domiti, t'as quelque chose à ajouter? Pas pour l'instant. À la prochaine fois. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est que y a peut-être pas besoin d'avoir l'étiquette artiste pour avoir une vie, pour faire de l'art dans la vie. Je pense que ça peut être des choses simples, mais un regard ou des attentions, mais dans n'importe quelle activité que bien sûr, je suis d'accord sur le fait que ça soit nécessaire, mais que ça peut passer par des petites choses qui sont pas forcément perceptibles. Tu peux approfondir? Je sais pas, c'est des choses que je ressens, mais qui, à mon avis, peut être juste une manière de faire les choses, quel que soit son métier, mais qui peut être fait, le faire de manière honnête. Et pour moi, c'est déjà quelque chose être entier dans ce qu'on fait, et une belle chose, et qu'on n'a pas besoin de se dire être artiste pour être honnête dans ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle vit aussi comme ça, c'est pour ça. Ah oui, c'est bien vu, ça. Pour moi, c'est ça. Parce que moi, je suis designer et c'est pas forcément, j'espère pouvoir être designer un jour, et pour moi, c'est pas forcément non plus, être artiste, pour certaines, ça sera pas être un métier complètement artistique, parce que ça englobe d'autres activités. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment une manière de penser et de travailler.
qui est de l'ordre artistique, mais qui n'est pas de l'art pur. Enfin. Oui, là, c'est plutôt de l'art appliqué. Voilà, c'est ça. Mais qui va changer quand même la vie des gens, parce que c'est fait au service quand même Tout à fait. de la vie, quoi. Absolument, mais je pense que ça peut se retrouver dans plein d'autres activités. Enfin, en fait. Je sais pas. Enfin, je te laisse. Parce que ce que disait Sarah, ce que n'a pas dit Domiti, parce que pas encore dit. Pas encore dit. Et ce que disait Tania, je crois, c'était l'art, si tu veux, c'est oui, inspire beaucoup des choses qui sont construites depuis les grottes d'Altamira ou etc. quoi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Moi, je peux te donner un exemple très précis. J'ai discuté une fois avec un directeur d'agence de pub, je dirais pas un copain, parce que je peux pas être copain avec ces gens-là, mais bon, que je connaissais, qui m'expliquait que en montrant une création d'artiste, c'est-à-dire le plasticien ou voilà, un dessin, il me montrait ce que son agence de pub en avait fait. Et en m'expliquant froidement qu'il pompait littéralement tout ce qui passait à leur portée, il le transformait, il le bidouillait et il le vendait à des clients, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est mais ça, si tu veux, bon, les agences de pub le pratiquent quotidiennement, mais je pense qu'aussi les gens qui fabriquent des chaussures, voilà, il y a l'espèce, il y a un artiste qui va, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais quand même, c'est des fois c'est les choses qu'on tient plus facilement. Une paire de pompes, si tu veux, il se peut très bien que par exemple Garouste, qui fait souvent des grands pieds assez créatures ou des grandes mains, il se peut que ça inspire, parce que je regarde les pompes dans le métro en ce moment ou dans les transports en commun, je veux dire, les gens même des nains de jardin ou des néants de jardin, ils ont des pompes qui font à peu près la grandeur de leur taille, quoi, tu vois. Est-ce que c'est même si c'est vraiment ténu comme rapport avec les grands pieds de Garouste, il y a peut-être une corrélation quand même, en caricatural, hein, je veux dire, c'est pas, voilà. Mais ça, je pense que c'est pas, ça va dans les deux sens. C'est à la fois, on n'est pas complètement, on n'est pas complètement cloisonné. Bien sûr que quand on crée quelque chose, on s'inspire de ce qui nous entoure et que c'est pareil pour tout le monde. Donc forcément, c'est tout ce qui, oui, l'histoire de la copie, bien sûr, mais il y a des gens qui le font plus ou moins délibérément et avec plus ou moins de mauvaises intentions. Mais je pense que c'est normal et heureusement qu'on se regarde les uns les autres. Voilà, qu'on se regarde et qu'il y ait des choses qui passent les uns aux autres, quoi. Oui, mais ça, c'est une, évidemment, je peux pas trouver une mauvaise réponse. Je pratique assez régulièrement, mais avant, je dirais, par exemple, dans le Quattrocento, ou avant ou plus tard, il était normal que les artistes se pompent. Je dirais même, tu vois, Voltaire n'aurait pas fait son œuvre s'il n'avait pas pompé tout ce qui passait à sa portée. C'est comme Picasso. Hein. Oui, comme Picasso, par exemple. Mais maintenant, si on est rentré on est dans un système du copyright, de je sais pas quoi, et on surprotège les productions artistiques, et à mon avis, c'est vraiment une espèce de frein à la création, quoi, parce que évidemment, comme tu le relèves, la création, ça s'inspire de la création, qui s'inspire de la création, qui s'inspire de la création. Il faut savoir que chaque fois quand on dit ici Néon de Jardin, à la fin de l'émission, le péage, Non, il a 145 rue. C'est libre de droit. Non, mais Jean, il produit tellement que de temps en temps, il peut quand même lâcher un disque. Je ne protège rien. Non, je déconne. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. À Racaille, la 8e. Oui. C'est ça. Bon. Bonjour. Salut Jean-Christophe. Ça me laissait pas sans réflexion ce que vous disiez sur les faussaires et sur le fait on n'invente rien finalement, on récupère toujours ce qui nous entoure, quoi. C'est bien ça la base de la création, à mon sens en tout cas. Tout à fait. Et Jack the Ripper l'a très bien compris d'ailleurs, vous allez. C'est vachement bien.
Oui, hein. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Quand il est 8e. Et on va vous laisser, chers auditeurs, vous êtes que 5 en ce moment, mais on ne désespère pas, Igor, n'est-ce pas, d'atteindre le chiffre de 6. Bon, je vais vous lire un extrait du Crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'est 1844-1900, et je suis assez content parce que ça appuie très bien ce que ces demoiselles ont dit tout à l'heure.
L'art pour l'art. La lutte contre la faim en l'art est toujours une lutte, quand je dis la faim, c'est FIN. La lutte contre la faim en l'art est toujours une lutte contre les tendances moralisatrices dans l'art, contre la subordination de l'art sous la morale. L'art pour l'art veut dire que le diable emporte la morale. Mais cette inimitié même dénonce encore la puissance prépondérante du préjugé. Lorsqu'on a l'exclu de l'art le but de moraliser et d'améliorer les hommes, il ne s'ensuit pas encore que l'art doive être absolument sans fin, sans but et dépourvu de sens, en un mot, l'art pour l'art, un serpent qui se mord la queue. Être plutôt sans but que d'avoir un but moral, ainsi parle la passion pure. Un psychologue demande au contraire, que fait toute espèce d'art? Ne loue-t-elle point, ne glorifie-t-elle point, n'isole-t-elle point? Avec tout cela, l'art fortifie ou affaiblit certaines évaluations. N'est-ce là qu'un accessoire, un hasard? Quelque chose à quoi l'instinct de l'artiste ne participerait pas du tout? Ou bien la faculté de pouvoir de l'artiste n'est-elle pas la condition première de l'art? L'instinct le plus profond de l'artiste va-t-il de l'art, ou bien n'est-ce pas plutôt au sens de l'art, à la vie, à un désir de vie? L'art est le grand stimulant à la vie. Comment pourrait-on l'appeler sans fin, sans but? Comment pourrait-on l'appeler l'art pour l'art? Alors en résumé, je dirais que ce que Nietzsche regarde dans l'art, c'est d'abord sa finalité. Pour lui, l'art est ce qu'il y a de plus essentiel et utile à la vie, car il est l'antidote parfait à la science ou au savoir théorisé. Il est toute forme de création, dont le seul but de satisfaire ses aspirations. Et l'artiste est tout homme qui, de par sa volonté, sa pratique, sa création, tente de produire l'illusion, l'apparence et le mensonge nécessaires à la vie. L'art est le meilleur de tous les mensonges, celui qui nous procure l'apparence vitale, qui nous permet de sortir de la logique morbide du vrai. Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité, c'est ce que disait Nietzsche. Sa philosophie a été longtemps occultée par la folie qui a bouleversé les dernières années de sa vie, ou par la récupération que la propagande nazie a fait ou osé faire de ses œuvres. C'était une totale imposture. On sait aujourd'hui que c'est l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Le Crépuscule des idoles est disponible chez Folio Essai pour 5 € environ, ou chez les classicatiers de la philosophie pour 3 €. Alors il y en a pour toutes les bourses. Foncez acheter ce bouquin. Bien, merci beaucoup Jean. On sent toujours un peu moins con après les textes que tu nous lis le mardi matin. Et dont on devrait parler, mais c'est quand même assez prise de tête, et comme nous ne sommes pas des intellectuels tout à fait au top, on va passer la parole à Domiki, Élise et Sarah, qui vont essayer d'un peu nous donner leur avis sur ce texte de Nietzsche. Vous voulez pas plutôt qu'on parle de notre... Les gars, c'est pas mal. En même temps, je trouve qu'il y a des liens par rapport aux événements que, justement, vous avez fait pour la maison ouverte. Enfin, moi, ça me fait penser cette idée de transcender des choses. Non, mais on pourrait repartir de la phrase que j'ai extirpée de ce discours. Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. Si ça inspire quelqu'un. Ouais, vas-y, je t'en prie, Élise, tu dis un truc. Non, en fait, c'était juste, c'est vrai que ça me fait penser à, beaucoup plus simple, mais à des choses, les postures que vous pouvez avoir. Cette année, j'ai vu ce que vous aviez fait, par exemple, pour des événements associatifs, sur l'idée de prendre des petits moments de la vie banaux et de les transformer, d'en faire quelque chose de beau et qui prennent beaucoup plus d'ampleur que ce que ça ne pourrait être. Je sais pas, moi, ça fait écho à cette phrase. Parce qu'en ce moment, en fait, on a un projet avec la Maison Ouverte. C'est un lieu, en fait, qui accueille surtout des personnes âgées, en fait, et qui les aide à mieux accepter leur vieillesse autour de projets créatifs. Et en fait, là, on est... Robert, c'est pour toi. Non, mais c'est... Après, c'est aussi un lieu de rencontre avec différentes générations et donc un lieu de contact, d'accueil, de discussion. Et en ce moment, on est sur un projet en fait qui s'appelle la Fabrique des mots, où il y a justement les habitants de la Maison Ouverte. Donc il y en a une dans le 12e qui est à Porte de Vincennes. Rue Fernand Fourreau. Voilà, et une dans le 14e qui est à Porte de Vanves.
mais pas de publicité surtout. Voilà. Pourquoi? Et, non, mais c'est au cas où des gens auraient envie de discuter autour d'un bon café, qui n'hésitent pas. Et en fait, donc il y a les habitants de la Maison Verte qui écrivent toutes sortes de mots, en fait, qui nous laissent dans des enveloppes. Et nous après on les récolte. Et avec l'école du Perret, en fait, où on a fait nos études toutes les trois, on les interprète plastiquement et on va faire, voilà, on les met en forme, on les exprime sous différentes formes et on va faire une sorte de grand marché, en fait, une fête de quartier où on va vendre un peu, enfin pas vendre, mais c'est, enfin, disons offrir ces mots aux personnes qui nous les ont donnés. On leur rend leurs mots. Voilà, mais modifier, transformer, voilà, on intervient. Je trouve que c'est une belle illustration par rapport à cette phrase. Ouais, tout à fait. Et c'est une démarche très contemporaine, mais je recueillerai donc les adresses à la suggestion de mon camarade Igor, qui pense que je suis bon pour l'hospice. Oui, comme ça, ils vont te rendre tellement transformé. Bon. Si vous voulez passer dans les maisons ouvertes, déposer vos mots, on vient les chercher régulièrement. Il y a un mur d'enveloppe, en fait, où vous pouvez glisser votre mot dans l'enveloppe. Vous pouvez rappeler les adresses? Alors, il y a la maison ouverte dans le 12e arrondissement qui se trouve rue Ferdinand-Fourreau, à Porte de Vincennes, et celle du 14e qui est à Porte de Vanves, rue de la Porte de Vanves. D'accord. Dans le centre social Michel Minot. Super. Bon, la suite de votre prestation sera consacrée à vos conditions de travail, à votre vision de l'artiste dans la société, ses rapports, les vôtres avec cette profession, si c'en est une, mais aussi avec les gens que vous fréquentez là, enfin, je sais pas si vous avez encore des clients ou des choses comme ça. Déjà. Pardon? Plutôt déjà que encore. Mais... Plutôt déjà que encore. Mais bon. Oui, c'est vrai. Non, mais, du haut de mes 140 ans. Il parle de fric et il pense toujours à soi. Du fin fond de la Maison Verte. Robert va s'adresser. Vos rapports avec vos confrères, on dit ça toujours comme ça maintenant? Les confrères? Oui. Oui. Ou les consoeurs. Oui. C'est plutôt féminin, quoi. Et puis les avantages, les inconvénients de votre taf et vos révoltes et vos espoirs. Donc on peut pas tout de suite attaquer puisque quoique on pourrait peut-être parler un petit peu des conditions de travail. Des conditions de travail, je sais pas si on peut vraiment en parler. Peut-être juste préciser un petit peu quelle est notre position nous, parce qu'on on a fait une formation, on n'a pas vraiment dit d'où on venait. En fait, on a fait toutes les trois une formation art appliqué à la base. Ensuite, on a pris des directions un petit peu différentes. Élise est plutôt partie vers le design d'objets. Avec Sarah, on a fait une formation qui est à cheval entre les arts appliqués et l'art contemporain. Donc, c'est vrai que nous, on peut pas. Je sais pas si notre vision de l'art, si on peut parler vraiment d'un travail d'artiste ou. Je pense que le créateur, ça serait plutôt plus juste pour ce qu'on fait, parce qu'on navigue vraiment. On aimerait, en tout cas, on tend à vouloir naviguer entre les disciplines et à trouver. Ouais, c'est ça aussi qui fait qu'on a eu un petit peu de mal là en cette première année de recherche. À trouver notre place, et que c'est pas évident de naviguer. On ne laisse pas beaucoup naviguer entre les disciplines. Oui, parce qu'on est dans un pays, je pense que c'est assez exceptionnel, qui aime bien classer les gens, qui aime bien faire des catégories, ouvrir des tiroirs, les refermer. Et c'est vrai. Si on fait de la barbouille, qu'on fait des images, on est classé comme barbouilleur qui fait des images. Si on écrit, on est écrivain. Mais un écrivain qui barbouille et puis qui fait aussi des installations et puis qui fait de la musique et puis qui fait le ménage et puis qui fait la vaisselle, là ils sont complètement paumés. Non, parce que je crois qu'il y a une espèce de paresse. Je pense que c'est une vraie paresse intellectuelle des gens qui décident dans ce business, enfin dans l'art, quoi, d'une manière très générale. Il se paume si jamais quelqu'un n'est pas vraiment placé dans une catégorie. Il y a ça vraiment. On voit d'ailleurs que
un artiste, je vois avec les cartoonistes ou les gens comme ça, le mec qui démarre à 20 ans comme Plantu au monde, et puis à 80 balais, il sera toujours. Je veux dire, s'il y a une espèce de je veux dire, bon, je me demande comment un mec peut tous les jours trouver un gag différent, génial, etc., quoi. C'est non, on trouve pas. Non, pas vraiment. Moi, je peux pas. Enfin, je peux pas jours. commencer à l'attaquer, mais bon. Puis en plus, c'est un espèce de moralisateur à la con. Tu sais, il est tellement habitué à ces blagues au bout d'un moment que il est produit tout à fait automatiquement. Oui, non, mais justement, oui, l'automatisme en humour, je crois que c'est un petit peu. Ouais, c'est dramatique. Ouais, dramatique. Radio Libertaire, toujours, je recommence la voix de la Fédération anarchiste. Non, mais regardez pas comme ça. Je suis pas vrai, sans Dieu, sans maître et sans pub. On la pub, vraiment. Hein. La tasse, Arracaille, la 8e. Ouais, non, je crois que c'est un truc vraiment de notre société aussi. On n'est pas crédible si on fait autre chose que notre spécialité, quoi. Tout à fait. C'est un truc. Moi, au début, j'hésitais entre la lumière et le son, et quand je faisais du son, qu'on m'avait vu faire de la lumière, on me rappelait pas pour faire du son. Enfin, vice versa. Il y a un truc comme ça aussi en France, quoi. On est spécialiste ou on est rien. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter une deuxième corde à mon arc, parce que je vous en avais jamais parlé, mais je fais de la musique. Ça s'appelle J'en sais rien. Et voilà, je sais pas si c'est la meilleure chanson à vous présenter, mais ça s'appelle Pelote de laine. On va faire avec. Nous sommes toutes oui. Pelote de laine de J'en sais rien. Qui saigne, un polochon décapité, un peu d'amour en soi qui veille, une solitude bien éveillée. Je cherche entre mes bras que servent l'amour et la vitalité. La solitude est une chienne, en manque d'amour désespéré, et elle attend qu'un jour revienne la délivrance et la bonté. Seul, même si la compassion et la pitié te rattrapent, te mord et te serre, règne l'amour inespéré. Alors entre tes doigts tu serres ton orgueil et ta dignité, pour que peut-être un jour parvienne une reconnaissance de la fierté. On est toujours seul, même dans la plus grande prospérité. On est toujours face à soi-même, devant une femme déshabillée. Une pelote de laine, un bout de chiffon tout usé, toujours replié sur soi-même. On brode pour mieux essuyer un petit bout de soie qui saigne, un polochon décapité. On ne choisit pas celle qu'on aime, on s'en accommode juste pour baiser. Non, non.
Écailles, eh bien, vous avez eu le privilège d'entendre en première une chanson de notre preneur de son en régie, Jean-Christophe Lyon. Merci Jean-Christophe. Ouais. Histoire de vie pour faire plaisir à mon ami Robert, à mon Robert chéri. Une histoire d'artiste engagé, une histoire d'un artiste. Jacques Prévert, c'est 1900-1977. Alors, je vous ai déjà cité mon aphorisme préféré de Prévert, hein, l'étoffe des héros est un tissu de mensonges. Je crois que Igor avait particulièrement apprécié. C'est d'ailleurs peut-être mon aphorisme préféré tout court. Je vais vous en rajouter une petite ce matin. J'aime mieux tes lèvres que mes livres. Oh, le père de Prévert travaillait dans les assurances, en attendant, comme il disait, sans qu'on ait jamais su ce qu'il attendait exactement. Peut-être était-ce un emploi à l'Office central des pauvres de Paris, qu'il occupa ensuite et pour lequel son fils l'accompagna régulièrement, ce qui lui permit de découvrir des misères qu'il n'imaginait pas et qu'il n'oublia jamais. Pendant son service militaire, Jacques Prévert fait la connaissance de Yves Tanguy, un peintre surréaliste sur lequel nous reviendrons, et de Marcel Duhamel, qui dirigera la série Noire. Celui-ci les héberge dans une maison rue du Château, où se réunissent fréquemment les surréalistes. Il devient l'ami d'André Breton, de Robert Desnos, de Raymond Queneau, et il retrouve Aragon, un ami d'enfance. Entre 1932 et 1936, il rédige de nombreux textes pour une troupe théâtrale qui prend, en souvenir de la Révolution de 1917, le nom de Groupe Octobre et se produit dans les usines en grève, en quête d'un théâtre d'expression directe en lien avec l'actualité politique. Puis il fait la connaissance de Marcel Carné, avec lequel il va créer quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, Le Quai des Brumes, Les Visiteurs du Soir, Les Enfants du Paradis, ou encore Drôle de drame. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre. Je vais pas vous faire la voix de Louis Jouvet, et encore moins celle de Michel Simon. Hein. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Son recueil de poésie Paroles, sorti en 1946, obtint un très vif succès. Il s'était mis au collage avec un plaisir enfantin. Picasso l'encourageait et lui disait « Tu ne sais pas dessiner, tu ne sais pas peindre, mais tu es un peintre ». En 1962 sort la version de la chanson des Feuilles mortes par Yves Montand qui fait un carton. Le jukebox d'un bistrot de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois la passe en boucle. Et la vie sépare ceux qui s'aiment, là encore une fois, je vais pas vous la chanter, hein, excusez-moi. Et la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable le pas des amants désunis. Un type au comptoir se retourne alors vers son voisin de droite et lui dit « Le bonhomme qui a écrit ça, il devait avoir un sacré bourdon ». Et son voisin lui répond « Vous ne croyez pas plutôt qu'il s'adressait au bourdon des autres ?» Puis il visse une casquette sur son crâne, rallume un vieux mégot qui était resté coincé entre ses lèvres et disparaît. Jacques Prévert mourra d'un cancer des poumons 15 ans plus tard. Merci Jean. Oui, ces chansons, ces poésies, ça nous fait bouger le cul. Bien, on revient à nos invités, Domitille, plasticienne, Élise, designer, et Sarah, plasticienne aussi, pour leur causer dans le poste de leur vision de l'artiste dans la société. On en a déjà parlé, non? Non. Qu'est-ce que vous avez une vision de votre rôle dans la société? Mais je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que Élise m'a justement fait remarquer, c'est que ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est difficile de trouver un peu notre place, et c'est qu'on n'a pas de problème pour les créer, les projets qui nous plaisent, pour les faire en fait, mais c'est toujours le même problème des financements ou de s'inscrire dans des institutions qui existent déjà. C'est à ce moment-là que ça coince toujours. Bien sûr, oui, mais toujours, oui. Et il faut, voilà, ça n'a pas changé depuis 40, 50 ans, je sais plus.
c'est déjà la même chose. On sort d'une école, on veut bien vous embaucher, mais on embauche surtout les gens qui ont une expérience professionnelle. Donc voilà, c'est ça voilà, aussi. On prend un stage, mais à ce moment-là, du coup, on paye un petit peu pour travailler. C'est un peu dommage. C'est vous qui payez. On se retrouve dans des situations où on n'est pas défrayé, où oui, bien sûr. Voilà, du coup, on y met un peu de notre poche, quoi. Okay. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de travailler à côté. Bien sûr. Ou même, on n'a même plus le droit à des conventions de stage parce que nous, on n'est plus étudiantes. Donc, ça pose aussi des problèmes, éventuellement. Donc, on a un boulot alimentaire à côté. Et on essaye de faire nos projets à côté, qui sont pas payés, donc... Est-ce que vous croyez que dans les autres grandes villes en France, Lyon, Marseille, c'est un peu la même chose? Ouais, je pense que c'est... Peut-être pire. Il y a sans doute même genre de problème. C'est justement ce que je voulais... oui, je pense qu'à Paris, on est quand même... d'autant plus que nous, on sort d'écoles où on se connaissait tous. Des réseaux se construisent petit à petit. On a quand même des professeurs, il faut le dire, qui sont quand même très présents et qui nous suivent. Et qui nous aident à avoir des projets intéressants. Et donc c'est vrai qu'il y a une sorte quand même de solidarité et je pense qu'à Paris il y a quand même beaucoup d'envie, c'est ce que disait Domiti, dans le sens que les projets sont là, les envies, l'énergie est là. Après c'est des fois les fonds ne suivent pas, mais je pense qu'on est quand même... On a la chance d'être dans un lieu où beaucoup de choses se passent et où on commence à connaître ça viendra. Pas mal de gens. Donc, pour l'instant on avance un peu à deux vitesses, quoi. On a un boulot à côté pour essayer de gagner un peu d'argent, mais on espère qu'au bout d'un moment, les projets créatifs à moitié rémunérés vont bientôt prendre le dessus, quoi. Oui, vont prendre le dessus et qu'après. Ce que je comprends pas tout à fait. Ce que je comprends pas tout à fait, c'est les projets créatifs. Donc, vous le faites en freelance ou non, donc vous avez un travail pour dans le monde des artistes, c'est assez courant qu'on a un travail pour pouvoir peindre. C'est pas mon cas, mais pour pouvoir peindre le soir. Et donc, c'est à peu près la même chose chez vous. Voilà. En fait, nous, on n'est même pas freelance. On est juste, on participe à des projets, on s'investit dans des projets de manière bénévole. Donc vous êtes barboteur. Disons qu'on accepte, pour l'instant vu que c'est la première année, on accepte encore juste d'être payé par le fait d'avoir notre nom dans l'exposition. Finalement, on n'a pas besoin d'être en freelance parce qu'on n'a pas de rémunération en dehors de ça. Et du coup, je pense qu'on s'était fixé un peu cette première année comme un moment un peu de balbutiement, mais ça va être aussi les quelques prochaines années. mais moi, c'est une position que je préfère à devoir toujours faire des concessions sur mon travail créatif. Je préfère avoir un travail vraiment alimentaire sur lequel je me pose pas trop de questions et pouvoir vraiment travailler moi, sur les projets qui m'intéressent. J'ai eu de la chance plusieurs fois à la Maison des Artistes en Flandre. Quand j'ai attendu dans l'espace d'attente à mon tour, et avant moi il y avait une jeune fille, ça s'est passé plusieurs fois. Et le problème était toujours le même. La jeune fille, elle s'est expliquée à la dame, je viens de travailler sur un projet et il faut que je me mette en règle. Donc jusque-là, c'était évident. Jusque-là, elle a travaillé comme vous venez de dire, elle n'était pas payée, etc. Et tout d'un coup, ça vient quelque chose. Donc tout de suite, après, il faut se mettre vite fait en règle pour cotiser à la MDA, quoi. Là, je suis un peu plus réservé, Igor. Je pense que la clandestinité a du bon aussi. L'économie parce que c'est là que les emmerdements commencent, c'est quand tu essaies de régulariser ta situation vis-à-vis de ces choses-là. On peut nous en parler des emmerdements Et en plus de vous demander de mettre la main à la poche, on vous demande pas de ramener des sponsors, non? Si. Des sponsors? Pour vos projets financés. Des sponsors, c'est-à-dire des gens susceptibles de... Non, c'est pas retrouvé dans ce... Pas encore, figure, non. Mais non. Genre... J'imagine que j'ai une telle confiance en l'humanité. Ça me fait penser à Chloé, quand on avait... j'allais en parler à nos trois invités, on a eu ici une jeune fille un peu plus âgée que vous, 28 ans, c'est quelques années,
et qui est toujours et c'est exactement ce que vous racontez là. Et à 28 ans, elle a fait un film d'animation, elle a fait un film en Algérie sur la condition de la femme algérienne. C'est une pro, enfin, mais elle est toujours dans des tripes complètement débiles où elle gagne pas une thune, où elle est toujours en train de galérer. À la recherche des sponsors. De sponsors, ou même de faire produire ses films, parce que voilà, elle a essayé de monter une petite boîte de prod, mais enfin bon, c'est quand t'as pas de thune, ça sert à rien. Et voilà, là, elle est partie au Brésil avec une bourse de la ville de Paris pour faire un carnet de voyage. Ça, vous connaissez les trucs de Paris, il paraît qu'ils ont plein de subventions. Ouais, il y a pas Avant 28 ans. Ouais. Non, mais avant 28 ans. Il y a plein de choses. C'est vrai que c'est quand on regarde un petit peu sur internet, il y a plein de propositions de résidences d'artistes, pour jeunes artistes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, qui présentent leur candidature, et finalement quand on regarde un petit peu qui réussit à obtenir ces bourses, c'est pas forcément des très jeunes artistes. Nous, je pense que on se c'est souvent des personnes qui ont 35 ans. Attentivement. Non, mais là, Chloé, elle a eu vraiment elle était limite du point de vue de l'âge, parce qu'il paraît qu'à 28 ans, c'est râpé. Mais là, elle a eu du pot, elle a fait un peu, le projet un peu aventureux. Et elle a eu sa bourse. Et c'est ce qu'elle a dit. Et elle est partie elle est à Récif. Elle sait maintenant comment. Comment s'approcher à des bourses pareilles, comment les avoir. C'est justement, je pense que c'est Chloé a 28 ans, donc depuis 23 à 28, ça fait 5 ans d'expérience de pouvoir s'en sortir et puis de trouver les financements. Mais je peux te garantir qu'elle s'en sort pas vraiment, quoi, tu vois, malgré tout. Voilà, bon, Radio Libertaire à Racaille, et voilà, on continue notre petit business. J'ai pas pu finaliser cette histoire de leur vision de l'artiste dans la société, mais je vais revenir. Elles ont esquivé le coup. Bon. On pourra retenter encore un peu. Ouais, non, mais Élise, Domiti, j'ai remarqué que t'étais bonne pour ça. Pour l'esquive. On nous parlera des artistes et de la religion. Oui, très intéressant. D'accord, ça marche. C'est ça. Mais je voulais juste rajouter, je crois que c'est le grand problème des artistes en général, et c'est aussi flagrant en musique d'ailleurs, à un moment d'arriver à se vendre. Je crois que c'est pas forcément le métier de l'artiste que d'être agent, d'être son propre agent, quoi. Il y en a qui le font très bien. Après, faut trouver quelqu'un qui le fasse pour nous, mais c'est une question de caractère de personne. Très administratif, quoi. Ouais, mais non, c'est pas notre job, non. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, ça l'est, parce que personne ne le fera pour nous, souvent. Voilà. Donc un peu de rock'n'roll pour avec Sonic Youth, l'album Dirty.
Radio Libertaire, à Racaille, toujours, avec la petite histoire parisienne d'Igor. Cette petite histoire parisienne concerne l'état psychique des sans-abri. Des gens ont tendance de croire que pour survivre dans la rue, il faut être fort physiquement. Eh ben non. Il faut être surtout équilibré et fort psychiquement. Parce que la rue vous fait passer toutes sortes d'examens. Et je ne parle pas que des bagarres où il faut être prêt à encaisser ce qui vous fera un bon court-circuit dans votre orgueil. Je parle surtout des longs moments de solitude quand on ne sait pas quel avenir nous réserve le futur, ou une grande pression de votre entourage qui n'est jamais comme vous voulez. Cette petite histoire parisienne, j'ai fait pour que des gens comprennent mieux pourquoi des sans-abri sont souvent un peu bizarres. Les jardins d'illusion. Ça se passe dans le 5e arrondissement, quartier Jardin des Plantes. À Paris, il y a des jardins dans lesquels, quand on entre, on devient quelqu'un d'autre. Ce sont des jardins magiques. Un de ces jardins est le jardin Tino Rossi. Un jour, un sans-abri est rentré, et là, il a su avec certitude qu'il n'était plus un être comme les autres, qu'il n'était plus un sans-abri. Dans sa tête, il imagine qu'il était devenu un héros gagnant de l'auto, même si à cette heure, il se trouve encore sous le ciel des pauvres. Mais tout est une question du temps. Pour que sa situation s'améliore, en devenant millionnaire, il s'est monté une maison avec un grand jardin au bord de Seine. Il en est sûr. C'est comme ça que ça se passera après le tirage de samedi. Pas de problème, pas d'obstacle. Il a le ticket gagnant dans sa poche. Pendant ce temps, dans un autre jardin d'illusion parisien, il y a un artiste peintre. Lui, il n'est pas seul. Il est entouré par un groupe de supporters, des copains qui l'accompagnent sur un banc de ce petit jardin au pied de l'église Saint-Médard. Celui-là le connaissent comme un artiste peintre de bon renommée. C'est lui qui le dit et eux, ils le croient. Il leur a raconté ses années aux Beaux-Arts ou un contrat avec un galeriste suédois. Il leur a même montré ses dessins, un style intéressant, un peu comme un architecte. Mais ses copains ne l'ont jamais réellement vu dessiner. Et alors? Il n'a toujours pas empoché l'argent de son galeriste suédois. Mais alors? Avec quelques canettes de bière, tout est plus facile à croire. De toute façon, ainsi la vie dans la rue passe mieux. Ceux qui vivent dans les jardins d'illusion savent bien que la misère, ça se passe d'abord dans la tête humaine, et seulement ensuite, on peut la voir dans les rues ou sur les champs de bataille. Tu batailles avec mon appareil photo? Oui, je suis complètement nul avec ces choses-là. Bon, j'ai dû faire quelques portraits trash. Bien, on revient vers nos invités pour poursuivre sur leur vision de l'artiste dans la société. Non, mais ça peut être bref, hein, si ça vous inspire pas, on peut passer à la suite. Oui? Aucune idée? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a finalement parlé. D'accord. Par notre exemple, finalement, après, on sait pas. J'ai l'impression que ça dépend. Alors. Je vais te traduire ça. La place de Jeff Koons dans la société. Je vais te traduire, ça leur inspire pas. C'est ça, c'est tellement large. Bien, ça ne doit alors, pas faire d'une réalité. D'accord. Alors, est-ce que vous percevez, à ce stade de votre parcours, des avantages, des inconvénients dans l'exercice de ces métiers de merde? On fait ce qu'on aime quand même. Ouais. Oui, vous faites ce que vous aimez, mais ça n'empêche que un bel avantage, je pense. Ouais, c'est un avantage. C'est quand on voit la difficulté à faire un travail qu'on n'aime pas à côté, je pense qu'on peut être relativement satisfait ou heureux de faire d'exercer quelque chose qu'on aime.
Et après, on n'est pas encore blasé parce on vient tellement à peine de commencer qu'on s'est pas encore pris assez de baffes peut-être, mais bon, pour l'instant, on a encore l'espoir que ça puisse bien marcher. Donc, Vous pensez que ça vaut le coup, quoi. Voilà, pour l'instant, oui. Et c'est quoi votre travail à côté bien, que vous n'aimez pas? Ouais, c'est bien sûr. Concrètement, c'est quoi ce travail à côté? C'est moi un travail alimentaire. Je travaille dans un cinéma en fait. Oui, voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Ouais. Tu travailles dans un cinéma. Mais tu aimes pas? Bon, comme quoi? Non, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que Comme une actrice? Ah non. non, c'est pas un travail que j'aime pas, c'est juste un travail qui m'inspire pas, et c'est pas un travail où j'ai envie qui me donne envie de me lever tous les matins, quoi. Ouais. Sarah, t'as quelque chose à ajouter ou à commenter? Moi je travaille, c'est pareil en fait, on a un peu le même genre de parcours avec Domiti. Moi je travaille dans un centre qui fait des formations pour le métier du spectacle, et en gros c'est un peu, je passe mes journées à passer des coups de fil pour demander de l'argent à des entreprises, et voilà, donc c'est pas passionnant, quoi. Mais c'est peut-être une bonne Ils ont expérience. tellement envie d'en donner, surtout en ce moment. Oui, Élise, mais... Moi, je me suis pas encore tout à fait lancée dans la vie professionnelle. Dans 2 mois, ça va m'arriver. Mais bon, moi, l'une des raisons qui fait que j'aime vraiment, ce qu'on fait, c'est également la diversité. Autant des projets que des gens qu'on rencontre et des enjeux, en fait. Moi vraiment dans le design, c'est une chose qui me passionne, c'est un jour de pouvoir travailler avec des médecins et un autre jour avec des gens qui travaillent dans la restauration, des ingénieurs. Donc pour moi c'est vraiment une chose qui est passionnante en fait, parce que on apprend sans cesse et puis on doit toujours se remettre dans une nouvelle histoire, et bon, je pense que c'est pareil pour les filles aussi, donc c'est une chose qui... Non, ce que je relève, ce que vient de dire un peu Sarah et Domiti, c'est que elles sont pas blasées, tant mieux. Je veux dire, malgré mes siècles, moi non plus, je suis pas blasé. Jean non plus. Igor, encore un peu jeune. Bon, après, moi, je suis blasé. De naissance. C'est ça, ouais. Non. C'est vrai que vous avez raison. On fait des boulots passionnants. Même, c'est pour ça qu'on peut supporter pas mal de coups dans la gueule. Mais bon, je pense que ceux que ça gave, ils sont partis depuis longtemps, quoi. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont vraiment... Oui, je sais même pas si on peut appeler ça vraiment des métiers, mais c'est des passions. Je veux dire, combien de personnes ont fait ça toute leur vie, pourtant ils crevaient de faim. Je veux dire, si c'était un métier, ils auraient changé de métier. C'était pas un métier, quoi. Moi, je pense. Non, d'accord. Tout à fait. Ou tu parles comme un vieux sage indien. Elle est comme ça des fois. Elle est comme ça des fois. Ça risque pas de s'arranger. C'est déjà un avantage d'être intelligente. Au moins ça. Il manque plus que la barbe. Il manque plus que la barbe. Bon. C'était la brosse slovaque. Oui. J'en ai entendu. Elles sont inusables. Les brosses slovaques, elles sont sur le marché mondial de la brosse. Ouais. Bien. Et écoutez, on va poursuivre tout à l'heure. On va essayer de raccourcir un peu les choses parce que je crois que vous avez plein de trucs intéressants à véhiculer à transmettre plutôt que véhiculer, parce que les bagnoles, ça craint. Jean-Christophe, tu peux nous envoyer de la musique et puis après, on essaiera d'approfondir les choses. Ouais, moi je voulais juste rajouter, c'est le petit commentaire, vous savez, à chaque fois je fais un petit commentaire. C'est très bien. Mais c'est le grand risque à un moment de consacrer sa passion à son métier, c'est de plus avoir d'à côté, quoi. Je crois que c'est vraiment ça On se laisse parfois déborder, quoi. Bah oui, ouais, complètement. Et c'est vraiment risqué. Il y en a beaucoup qui tombent en dépression ou qui ont des fins plus terribles à cause de ça, parce que... Bonne chance. Sur ces mots d'encouragement. C'est pas évident. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont la liberté de faire ce qu'ils font parce qu'ils ont un métier à côté qui est dissocié, quoi. Ouais, Qui il les faut passionne avoir pas. des psychiatres comme moi. Qui les passionne pas, mais qui font ça. C'est l'exemple de un chanteur de punk, tu dois connaître j'ai perdu son nom, mais qui bosse à la RATP depuis, ça fait 20 ans, ça fait 20 ou 30 ans qui fait ça et qui marche très bien en musique, mais qui a toujours gardé son métier à la RATP, qui est certainement confortable d'ailleurs, mais voilà. Ouais, on en a quelques-uns comme ça à Radio Liberté. J'ai un autre exemple d'ailleurs de Emir Kusturica, qui fait de la musique à côté, avec les No Smoking Orchestra qu'on va écouter, et qui est quand même réalisateur à la base. Donc voilà, on peut dissocier métier et passion.
Oui, parce que les deux... Ouais, attendez, parce que là, je me suis juste embrouillé. Je disais donc Emir Kusturica et les No Smoking Orchestra. Voilà. Tout de suite. Radio Libertaire à Racaille.
À toi, Jean. L'histoire de vie, histoire d'artiste, un souvenir d'enfance de Jeannot Lapin. Quand j'avais une dizaine d'années, un moment nous a abonnés, mes sœurs et frères et moi, à tout l'univers, que j'ai tout de suite considéré comme la Bible ou à peu près, en tout cas une valeur sûre. Nous en recevions un volume tous les mois, et comme c'était rempli d'expériences scientifiques, de références historiques ou artistiques, j'avoue que je l'attendais avec une certaine impatience. Un jour que j'ouvre fébrilement le volume fraîchement arrivé par la poste, je tombe sur un étonnant test d'aptitude aux carrières artistiques. Voulez-vous savoir si vous possédez des dons artistiques et dans quelle proportion? Alors pliez-vous à l'exercice proposé ici, mais n'oubliez pas que de tels tests ne sauraient en aucun cas constituer un critère absolu. Sur une double page, 6 épreuves redoutables sont là à m'exciter les pupilles et les papilles. Je me souviens surtout de la 4e d'entre elles. De ces 2 œuvres architecturales, désignez la plus belle à votre goût. À ma gauche, l'abbaye Santa Maria de Pomposa à Ferrare. Bon, je suis en train de montrer, mais à la radio évidemment ça passe pas. À ma droite, la Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone. Comment vous décrire le choc? Une gigantesque éponge extraterrestre, tout en ouverture, en contorsion, en déchirure. Je la choisis bien sûr et je survole les 2 épreuves restantes et je me précipite sur les résultats. Si vous avez choisi Pomposa, c'est vrai qu'elle est belle, 10 points. Si vous avez préféré Gaudi, 0 points. Je calcule alors mon résultat global, 25 points. Un peu inquiet quand même pour mon avenir, je vais aux commentaires comme on va à l'abattoir. De 50 à 60 points, votre sens du beau est certain. Vous pouvez envisager d'entreprendre une carrière artistique. De 35 à 50 points, vous ne voyez pas tout avec l'œil de l'artiste, mais vous pouvez peut-être tenter une carrière artistique. Cependant, votre sens pratique vous offre de meilleures chances de réussite. Moins de 35 points. Mamma mia. Il serait préférable de prendre une voie qui convienne mieux à vos aptitudes. Pour autant, n'oubliez pas que le sens artistique s'éduque. Tâchez de fréquenter plus souvent les musées. Vous pourrez profiter de toutes ces merveilles que vous semblez méconnaître. Bon, alors ça ne vous étonnera pas si je vous dis que le pauvre tout l'univers est passé illico du statut de Bible à celui d'Almanach Verneau ou à peu près. Et comme le souvenir de ce foutu test d'aptitude aux carrières artistiques me cuit encore un peu, je balance, ça doit dater de 1965, 1966 ou 67, et cette merveille était éditée par Hachette. Merci Jean. Bien, ça nous remet pas les idées tout à fait à leur place, mais bon. On poursuit l'interrogatoire de ces jeunes artistes. Et là, on va, j'ai perdu mes yeux, parler de vos, si vous en avez en tout cas, mais je pense que à votre âge, ça doit être quelque chose de quotidien, vos révoltes, vos espoirs. Je m'adresse aux vieux sages des plaines de l'Ouest américain. Moi, je préfère commencer par les espoirs. C'est une surprise. Après, c'est vrai que je pense que ce dont on a toutes et tous vraiment envie, ça serait d'arriver à construire des choses peut-être diverses, mais un petit peu. C'est vrai qu'on a toutes beaucoup d'envie et on a envie de faire émerger des projets. Donc pourquoi pas créer des collectifs pour arriver à être plus forte face à tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai que notamment on a un projet qui nous tient à cœur, qui a déjà eu lieu 2 fois. Sarah a participé à l'une ou les 2, je me souviens plus, les 2. Et voilà. Et donc en fait, c'est une chose qu'on a montée il y a un petit moment, il y a environ 3 ans. 3 ans, voilà. Donc ça s'appelle Troc de trucs. Donc je vais passer la parole à Domiti qui va expliquer un petit peu ce que c'est. C'est l'un de nos petites germes qu'on a planté. Voilà. Troc de trucs, en fait, c'est un projet comment expliquer? Par où commencer? Simplement, mais ouais. Tout simplement. L'idée, c'était de créer des moments en fait de rencontres et d'échanges et de partage aussi. Donc des moments festifs où on pourrait échanger. Donc l'idée, c'est d'échanger des objets.
de scénographier ce moment d'échange et tout en essayant de véhiculer des idées au niveau de par rapport à cette volonté de troc, justement. Au niveau des échanges à la fois humains et des échanges monétaires, de trouver en fait comment on pouvait se passer les choses, s'échanger les choses. Donc concrètement comment ça se passe. On vous invite de temps en temps. On l'a fait 2 fois. Une 3e édition est en cours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On vous invite à un troc de trucs. Vous vous présentez avec 3 objets. Vous leur donnez 1 fois rien, 2 fois rien ou 3 fois rien. Vous nous les laissez quelques heures. On les met en scène. Vous revenez un petit peu plus tard. Et on vous présente ces objets et vous pouvez en choisir d'autres avec tous les riens que vous avez sous la main. Voilà. C'est quoi 2 fois rien, 3 fois rien? C'est la valeur que vous accordez à votre objet. Voilà. En fait, on a décidé que notre système d'échange, la valeur d'échange, ce serait des riens. Et c'est la monnaie, quoi. C'est la monnaie, mais c'est délicat parce qu'on veut justement pas parler de monnaie, mais d'autres choses. Et on est parti du principe que ce sont les gens qui décident eux-mêmes de la valeur qu'ils accordent à ce qu'ils amènent. Donc, c'est vraiment un postulat de départ qui peut être un peu, compliqué à comprendre, mais il faut rentrer dans le jeu pour accepter ça. Justement pour ça, j'ai posé la question parce que j'ai qu'un lycée technique, donc je suis un peu long. Et ça se passe où cette manifestation? Pour l'instant, on les a fait dans l'école où on était, à Dupéré. Ouais. Mais on aimerait bien pouvoir exporter aussi bien dans d'autres écoles que dans d'autres lieux, que ça soit des lieux d'habitation, des lieux, des centres culturels, pourquoi pas. Oui, est-ce que des lieux sociaux? Oui, voilà. Oui, mais justement, c'est vraiment l'idée de... Je peux vous mettre après en rapport, en relation avec des dirigeants. Je connais beaucoup d'établissements sociaux. C'est vrai que l'idée, c'est également de pouvoir s'inscrire à chaque fois dans un contexte qu'il s'agisse d'un lieu ou de gens qui vont se rencontrer. Et on fait toujours un travail en fait d'ancrage. La scénographie qu'on va construire, elle est toujours très simple avec les moyens du bord, mais à chaque fois, elle est vraiment liée avec ce qu'on a sous la main et on fait un effort là-dessus. Il s'agit pas d'un énième marché aux puces ou déballage en fait. Il existe ce que vous venez de dire là, votre présentation. Est-ce que ça existe en écrit? Alors. Disons qu'en fait, en même temps, en fait, on mène plusieurs choses autour de cet événement-là et on a tout un travail de répertoriation. On répertorie tout en fait. On archive. Voilà. Tout et on prend. Et donc en fait, nous notre but c'est d'utiliser également ce moment pour en garder trace et pouvoir en reparler à d'autres occasions. Et donc on fait toute une série dans le groupe. On a une photographe. Donc on a la chance d'avoir de superbes photos. Tout est vraiment. Et en fait, on prend en photo comme un catalogue les gens qui rentrent et qui sortent avec les objets avec lesquels ils viennent et ils partent. L'idée c'est d'avoir un moment d'échange sur le vif, mais c'est aussi que ça continue par la suite. Donc là on est en train de créer un site internet où justement avec les objets qui peuvent nous rester à la fin, pouvoir continuer les échanges, mais aussi pourquoi pas de suivre des objets, de pouvoir retrouver l'objet qu'on a donné. C'est surtout un je vais dire mon avis, après que j'écoute ce que vous dites, c'est surtout un moyen pour communiquer. C'est un prétexte, là, absolument. Un prétexte pour communiquer. Donc, c'est pour ça, je voulais dire, il faut savoir que Paris a je pense, une des meilleures raisons sociales du monde. C'est une ville qui est vraiment tissé des établissements, des grandes associations, Emmaüs, etc., etc. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans ce circuit et je suis artiste, donc j'ai développé de bonnes relations avec leurs responsables culturels, etc., etc. Donc si toutefois vous pouvez
me faire quelque chose simple qui sera écrit, une présentation. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'associations qui peuvent s'intéresser à ça. Bien, et bon, ça c'était pour la partie espoir, le rose et maintenant le noir. Par où commencer? Non, mais c'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est vraiment le noir. On s'y confronte régulièrement, mais on se laisse pas encore envahir, donc c'est difficile. C'est les choses de tous les jours, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qu'on découvre aussi parce que on sait pas du tout comment ça marche, comment aller s'inscrire au niveau de tout ce qui est papier à remplir, formalités, au niveau des assurances, des mutuelles, des choses comme ça, voilà. Faut pas tomber. Donc c'est vraiment des choses pour l'instant très. Ouais, parce que simple, mais on a. Dans votre formation, dans votre scolaire, enfin, il n'y a pas d'information là-dessus. Si, il y a un cours. C'est un cours de marketing, donc on est quand même gestion, législation, mais tu sais, Robert, c'est très difficile. Dès que tu rentres dans la paperasserie, c'est tellement énorme en fait que. C'est pour ça que je leur dis de se carapater. Et les parcours des gens aussi sont très différents, donc c'est vrai que c'est difficile de balayer large. Oui, non, mais voilà. Les cas de figure sont tellement particuliers en fait pour chacun. On peut pas, on sait jamais face à. Non, mais il faut commencer justement. Il faut peut-être commencer à se révolter, à refuser un petit peu les choses comme ça, parce que là, je veux dire, ça prend une ampleur maintenant, c'est dingo. Sans vouloir forcément essayer de vous influencer d'une mauvaise manière. Oui. Je dois dire que les plus belles années de ma vie, c'est quand j'étais loin de toutes ces choses-là. Et que j'ai très bien vécu sans sécurité sociale, sans rien, avec des enfants. On ne connaît pas encore assez pour pouvoir. Non, mais justement, c'est pour éviter de connaître. L'idée, c'est aussi d'apprendre à s'en servir pour nous aider, quoi. Ouais, il y a des choses bien qui existent. Il faut quand même en profiter parce que c'est pas comme si la maison. On a beau dire peut-être que le dirigeant de la maison des artistes est pas net ou j'en sais rien. Oui, ça c'est vrai. Qui a été mis en place, c'était quand même hyper avantageux par rapport à d'autres. Oui, non, mais ça, évidemment, mais c'est avantageux, enfin d'une certaine manière, mais. Il y a tellement de choses de traquenards là. J'ai vu sur un forum de la charte des auteurs illustrateurs, on avait reçu ici quelques gens qui en font partie et c'était hier soir une nana qui disait voilà, à la maison des artistes on me pose des questions sur mes interventions en milieu scolaire et il faut dire que la plupart des auteurs et des illustrateurs vivent avec les interventions. Parce que autrement, c'est pas avec les royalties ou les avaloirs sur les bouquins qui vivent. Et à la maison des artistes, on lui a dit, pour les deux choses que vous nous déclarez, ça va, mais s'il y en a une troisième, on vous passera en profession libérale. C'est-à-dire au régime des professions libérales. Et voilà, c'est parce qu'elle est tombée probablement sur un bureaucrate qui a envie de faire chier le monde. Voilà, on est aussi victime de ces gens-là parce que il y a l'institution, mais l'institution elle est voilà, c'est ça. Voilà. Et alors que personnellement, j'ai jamais été piégé parce que moi je déclare les revenus comme ça en revenus en activités artistiques diverses, donc c'est dans un flou, voilà. Mais on est obligé de se comporter comme ça. Je pense qu'on revient à ce qu'on disait vraiment au tout début de l'émission. Finalement, c'est que quand on est sur plusieurs disciplines à la fois, et ben c'est là où ça pêche parce que par exemple pour la maison des artistes, c'est exactement ça. On peut pas. Mais il y a une chose, faut savoir. Dans certaines cases, en fait. Il faut savoir une chose. Ça, ce qu'il dit Robert, c'est son expérience. Il a absolument raison. Mais je peux vous donner un conseil. Avant de décider de faire les démarches administratives, essayez de vous simplifier le plus possible vos activités. C'est-à-dire, essayez de faire en sorte que vous n'auriez pas un truc compliqué à demander à ces gens-là. C'est ce que dit Robert. Il met dans une case tout et puis c'est réglé. Ça se peut, mais c'est à vous de le faire parce que dès que vous rentrez dans ce circuit administratif,
ça va vous rendre folle. Oui, c'est vrai. Oui, alors Sarah a raison de relever que la Maison des Artistes, à l'origine, c'est quelque chose de fantastique. Ça l'est toujours pour les choses sociales, mais pour la sécu, quoi. Mais quand même, on a affaire à des hurluberlus, mais vraiment graves, quoi, qui vraiment peuvent pousser des gens à vraiment des problèmes psychiques graves. On a pas d'exemple récent. C'est le pire de tous les systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Ouais. Bien, hélas, on doit boucler notre entretien avec nos 3 jeunes invités. C'est dommage parce qu'elles ont plein de choses passionnantes à nous dire. On sent qu'elles sont motivées, convaincues et elles aiment ce qu'elles font. On espère qu'elles pourront sauter par-dessus les obstacles. On en doute, mais bon. Non, mais on est grande déjà, ça peut aider. Oui, vous êtes grande, oui, c'est vrai que merci. Bon, je suis prêt. Bien, c'est donc Domitil, Élise et Sarah, 2 plasticiennes, une designer. 3 créatrices, on va dire. 3 créatrices, ouais, c'est vrai, t'as raison, tout à fait, oui, c'est bien de me moucher, je suis content. Et on espère vous revoir un de ces 4 ici, c'est ouvert quand vous voulez pour dire des choses intéressantes, on refuse pas. Il faut fort taper sur la porte. Alors, salut les filles. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah oui, merci. Non, c'est nous qui vous sommes redevables. N'est-ce pas, Jean? Absolument. Mais j'aurais quand même une petite question à leur poser, si elles veulent bien, juste avant qu'on se sépare. C'est une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'exigence et d'autodafé. Le 5 novembre 1948, un cortège imposant de véhicules se faufile dans les rues de Montreuil-sous-Bois. Puis, une à une, les voitures s'introduisent dans la cour d'une usine. Des personnes en descendent alors et se mettent en devoir de retirer les coffres de très nombreux tableaux, puis de les empiler devant un grand four. L'opération va durer plusieurs dizaines de minutes. Celle-ci terminée, un silence pesant s'installe. Enfin, un vieil homme s'avance d'un air résolu, saisit les toiles les unes après les autres et les jette dans le brasier sans que quiconque intervienne, même si tous semblent consternés. C'est que le vieil homme a pu obtenir devant un tribunal, et alors qu'il est lié à un marchand par contrat, la restitution de pas moins de 800 œuvres qu'il estime imparfaites. Comme il a calculé qu'à 77 ans il lui restait trop peu de temps pour les retoucher comme il voudrait, il a décidé d'en brûler une grande partie. 315 toiles disparaissent ainsi dans les flammes. 10 ans plus tard mourait Georges Rouault, qui était né dans une cave au son des canons de la commune, et qui disait « La peinture est pour moi le moyen d'oublier la vie ». Alors je ne sais pas, moi je n'ai pas d'autre exemple d'une telle exigence de liberté en matière artistique. Si quelqu'un a quelque chose à nous révéler à ce sujet. Non, là on n'a pas encore 315. Non, il en avait eu déjà plusieurs centaines. Ah, il faut le faire déjà. Il faut faire parce que des fois on passe pas facile et on se dit putain est-ce que ça vaut la peine, etc. Non, putain, c'est pas possible. Merde. Mais par contre, ça m'est venu à l'esprit parfois. Est-ce que je peux les détruire? Non, je peux pas détruire ce que j'ai fait. Non, mais tu n'es pas Rouault. Un jour, peut-être, tu en arriveras. Pas Igor non plus. Non, on n'est pas Igor non plus. Je précise quand même que c'est important pour ceux qui s'intéressent d'abord au Brousouf. La cote, à l'époque, la cote de Rouault était déjà très élevée, et il y en avait donc quand même pour un demi-milliard de francs, quelque chose comme ça, 500 millions. Ah, fabuleux. Non, parce que quand tu connais la vie de Rouault, je veux dire, c'est vraiment pas, c'est vraiment une exigence. C'était un mec qui était vraiment, voilà, c'est un élève de Gustave Moreau, avec Matisse, qui était son grand pote aussi. Non, pour moi, c'est vraiment depuis très très longtemps, depuis mais c'est marrant, avec Matisse, ils étaient tous les deux probablement copains, parce que ils étaient amis, étaient des amis. Et tu vois les différents de leur destin. Et Gustave Moreau a pu discerner chez ces deux jeunes élèves qui étaient complètement
Destroy, quoi, par rapport à lui, c'était un symboliste pompier, voilà, mais un grand professeur. Oui, pas loin, en tout cas. Pas loin, en tout cas. Et je crois que Sarah voulait aussi nous signaler, pour finir, nous signaler une exposition. Non, mais c'était à propos du néant de jardin, finalement. Je crois qu'on n'en avait pas beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est une expo qui lui est dédiée. Enfin, je pense pas, j'espère. C'est à Beaubourg, en fait, ça commence demain. C'est sur l'architecture du vide. Comment est-ce que, en fait, dans l'histoire de l'art, le vide a pu être exposé. Donc, c'est vraiment, je crois, des reconstitutions d'espaces vides. Par exemple, Yves Klein qui avait fait une exposition vide, mais après les autres, je ne les connais pas. Et finalement, bon, je pense que c'est au moins, si on a la curiosité de voir ce que ça peut donner, voilà, ça commence demain à Beaubourg. Bien, au centre Pompidou. Ouais, ils étaient quand même bien connus par Klein et la compagnie par leur expo vide ou plein. J'en signale une autre parce qu'il faut se manier, c'est seulement jusqu'au 2 mars. Au musée Eugène Delacroix, c'est 6 rue de Fürstenberg dans le 6e arrondissement. Le peintre a choisi très tôt d'utiliser ce nouveau médium qu'était la photo, tous les clichés de son compère Eugène Durieux, ainsi que les dessins et les toiles de Delacroix qui s'y rapportent, jusqu'au 2 mars. Oui, mais t'en as vu une autre au musée de Niepce. Au musée d'Appert, mais je me disais que je pouvais la garder pour la prochaine fois, mais non, je vais la donner tout de suite. C'est Femmes dans les arts d'Afrique, au musée d'Appert, 35 bis rue Paul Valéry dans le 16e. Ça, c'est jusqu'au 12 juillet, donc vous avez un peu de temps, mais enfin, bon. 150 œuvres pour mettre en lumière l'extraordinaire diversité de la représentation féminine dans les arts de l'Afrique. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Domiti. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Igor. Merci beaucoup, Christophe. Et merci, Robert. Merci beaucoup. Bien, donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, qui va continuer après nous, c'est éternel. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, quoi que vous en disiez ou en pensiez, on s'en tape. Arakai, la 8e, n'est-ce pas Christophe, cher camarade musicien? Ouais. C'est la 8e. Je voulais juste dire que Nathalie, tu es belle quand t'écoutes Radio Libertaire. Ah, et j'avais dit aussi un petit coucou à Marie-Christine, un petit coucou à Cécile, Lucille, Pamphile, Tania, oui, mais je voulais pas dire parce que tu dis Hélène, Pat, ouais, et on n'en oublie pas. Odile, qu'on attend. Odile, donc on attend toujours. Qui viendra. Oui, on attend toujours. Salut. Salut à tous, ouais. Ciao tout le monde.